Patrimoine 3.0, libérez votre potentiel grâce au digital. Une émission en partenariat avec Harvest, présentée par Fabrice Coustet. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de Patrimoine 3.0. Alors chaque mois, vous le savez, avec notre partenaire Harvest, nous vous ouvrons des perspectives sur la digitalisation de la fonction des professionnels du patrimoine. Et ce mois-ci, nous allons aborder une question épineuse et qui fait débat chez les conseillers en gestion de patrimoine, celle des honoraires. Faut-il que cette profession réinvente son mode de rémunération pour se faire payer à l'acte, comme les notaires ou les avocats ? D'ailleurs, que recouvre exactement cette rémunération ? Entre honoraires et rétrocession sur encours, existe-t-il une voie hybride ? Et surtout, en quoi le digital peut-il aider à augmenter la facturation du conseil ? Voilà qui va en intéresser plus d'un. Pour nous éclairer sur ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir trois spécialistes. Jean-Philippe Robin, directeur commercial de Harvest. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Fabrice. Stéphane Fantuz, le président fondateur de la CNCEF Patrimoine. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice. Et Olivier Rosenfeld, directeur général délégué du groupe Fidroit Harvest. Et oui, ça vient de changer. Bonjour Olivier. C'est ça. Bonjour Fabrice. Voilà, ainsi que pour nous éclairer sur le sujet, Clémentine Lenormand, ingénieure d'affaires chez Harvest. Bonjour Clémentine. Bonjour Fabrice. Et justement, nous allons commencer dans quelques instants avec vous. C'est la rubrique en chiffres. Patrimoine 3.0 en chiffres. Clémentine, c'est à vous. Fabrice, aujourd'hui nous débuterons par le nombre 16. 16%, c'est la part moyenne de chiffre d'affaires réalisé sous forme d'honoraires par les conseillers en gestion de patrimoine CIF. Les rétrocessions de droits d'entrée et les rétrocessions de frais de gestion annuels représentent donc, par déduction, 84%, comme l'indique l'AMF dans les données d'activité 2019 des conseillers en investissement financier, publiées en novembre dernier. Cependant, la part des honoraires progresse puisqu'elle a gagné 4 points en un an. 4 points, donc une montée timide, mais certaine de la rémunération des honoraires. Est-ce qu'on a une vision sur la répartition indépendant, non indépendant ? Alors oui, tout à fait. Cela nous amène à un nouveau chiffre, le 6. Seuls 6% des conseillers en gestion de patrimoine en 2019 sont dits indépendants, au sens de MIF2, c'est-à-dire qu'ils ne perçoivent donc aucune rétrocession et sont exclusivement rémunérés par les honoraires perçus. L'évolution reste cependant très faible, puisqu'en 2018, l'AMF comptabilisait 5% des CIF indépendants au sens de la directive MIF2. Nous pouvons donc légitimement penser que l'évolution de la part des honoraires résulte de l'ensemble de la profession et non pas exclusivement des CIF dits indépendants. Alors Clémentine, vous nous avez parlé d'honoraires, mais combien exactement ? Eh bien, ma chronique, bien que ma chronique soit en chiffres, je ne vais pas vous abreuver de montants. Ce que nous constatons auprès des professionnels que nous accompagnons, c'est le développement d'un modèle d'abonnement facturé le plus souvent entre 1 000 et 1 500 euros par an. Le débat sur le modèle de rémunération des professionnels du patrimoine demeure un sujet récurrent depuis des années. Et à l'image de la grande question de l'œuf ou la poule, peut se poser la question suivante. Le conseil ou le conseiller ? À entendre par là, le professionnel facture-t-il le conseil final apporté au client ou facture-t-il le savoir-faire et le temps qu'il aura consacré à la réalisation de ses préconisations ? Messieurs, vous avez 30 minutes. Voilà pour cette rubrique en chiffres. On a appris effectivement beaucoup de choses. Je voudrais m'attarder justement un instant. On va commencer avec vous, Stéphane Fantuz, sur finalement ce que recouvre ce conseil. Parce que j'ai l'impression qu'il y a autant de conseils finalement qu'il y a de clients. Est-ce qu'on peut résumer et faire un forfait unique comme ça pour tous ces clients ? Alors je pense qu'effectivement, il faut préciser ce que recouvre cette notion de conseil, d'autant plus qu'il faut préciser ce que recouvre le conseil qui n'est pas déjà pris en charge par les commissions pour lesquelles il est clair que nous percevons des commissions parce que nous avons déjà une mission de conseil à l'endroit des allocations que nous faisons. Donc ça, c'est une première remarque. Il ne faudrait pas qu'on facture deux fois la même chose. Ensuite, dans le conseil, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans un cabinet de patrimoine, il y a différents types de conseils qui peuvent être délivrés. Il y a un conseil, par exemple, sur un bilan patrimonial qui peut être fait quand on rencontre un client. Il y a un conseil qui peut être fait quand on a une consultation sur une question ponctuelle donnée qui va donner lieu à un rendez-vous d'1 heure ou 2 heures ou 2 rendez-vous d'1 heure. Et donc là, on a une facturation peut-être un petit peu plus à l'image de ce que pourrait faire un avocat dans le cadre d'une consultation privée. Et puis ensuite, il peut y avoir des honoraires qui sont délivrés dans le cadre d'un abonnement dans lequel on inclut un certain nombre de services, mais dans duquel on ne doit pas prendre en compte le fait qu'on a déjà fait du conseil sur les produits financiers sur lesquels on est rémunéré. Donc voilà, il y a certainement un chemin
d'abord que l'ensemble des CGP trouvent, et la preuve, les chiffres le montrent bien qu'il y a une progression, mais c'est des choses qui, je pense, méritent d'être développées dans l'esprit de l'ensemble des CGP, qui doivent comprendre que il y a plusieurs façons de facturer des honoraires, plusieurs thématiques, plusieurs prestations de services qui ne sont pas toutes les mêmes. Et je pense que il y a une révolution qui se fait tout doucement dans l'esprit de l'ensemble des CGP, les amenant à cette progression que vient de nous donner Clémentine. Olivier Rosenfeld, justement, sur j'ai l'impression que cette question, là, un peu le serpent de mer, est-ce qu'il faut passer au tout honoraire sur un modèle anglo-saxon ou rester le modèle un petit peu franco-français de rétrocession, on ne sait pas trop ce qu'on paye, c'est un peu diffus. Quel est votre avis sur la question ? Nous l'avons vu au travers des chiffres, il y a une forme d'inertie qui supposerait vraisemblablement une approche, je dirais, presque schumpeterienne. Il faudrait changer d'espace stratégique, faire preuve de créativité, d'innovation, plus que de reproduire peu ou prou ce qui a été fait avant, en essayant de le faire juste un petit peu mieux. La réalité montre que bien souvent, le conseil n'a pas été une finalité, mais plus un moyen pour promouvoir son activité traditionnelle et historique qui, par ailleurs, est déjà rémunératrice. Et certains ont pu s'en contenter. Mais nous le voyons bien, il y a ici ou là des risques de désintermédiation qui imposent aux professionnels d'être porteurs d'une valeur ajoutée différenciatrice, en tout cas ressentie comme telle. Et il me semble absolument impératif, si nous voulons pouvoir faire évoluer ce modèle dans l'intérêt des professionnels et de leurs clients, de mieux distinguer la phase de conseil et de prescription ou d'intermédiation, parce que c'est un moyen pour structurer une approche commerciale, marketing, qui permette alors de faire du conseil un produit en tant que tel, qui devienne alors monétisable. Et pour cela, il faut formaliser une offre de telle manière que le professionnel puisse être aussi identifié comme un acteur du conseil et non pas uniquement comme un élément d'un circuit de distribution. Bien sûr, Jean-Philippe Robin, vous êtes chez Harvest, donc vous êtes un peu notre monsieur digital ici. Est-ce que justement la digitalisation qu'on a vécue un peu à marche forcée au cours de cette année dernière, avec la pandémie mondiale, est-ce que vous avez l'impression que ça fait avancer les choses et que finalement cette facturation aux honoraires, justement avec un conseiller peut-être qu'on voit moins, c'est en train de se démocratiser ou d'avancer ? Alors pas avec un conseiller que l'on voit moins, avec un conseiller qu'on voit, je dirais qu'on voit plus. Mais l'apport du digital... On voit plus en vidéo surtout, en ce moment. De différentes manières. Mais l'apport du digital est bien là finalement pour, comme toujours, permettre d'économiser du temps de traitement sur des tâches qui sont à faible valeur ajoutée, permettre d'associer le client. Et pour revenir sur la problématique de l'honoraire, on a, comme le rappelait très justement Olivier, on a vraiment deux éléments différents. On a finalement la facturation de l'honoraire sur la base d'une mission ou d'une prestation de conseil sur une thématique donnée, et naturellement l'apport des outils digitaux de calcul, de simulation, de production de l'étude finalement est essentiel pour rentabiliser cette démarche-là. Mais ce que l'on voit aussi très fréquemment, et j'en discutais ce matin encore avec un de nos clients qui me disait que tous ses clients avait un abonnement de 100 € par mois, donc on est totalement dans les chiffres que donnait Clémentine tout à l'heure. Oui, on parlait de 1000 à 1500 €, donc 100 € par mois, on y est. Et dans cet abonnement-là, finalement, il a mis en œuvre un certain nombre d'éléments qui sont des éléments qui jusque-là, il pratiquait gratuitement. L'accompagnement aux déclarations d'impôts, c'est une action finalement assez régulière, assez récurrente, aussi assez chronophage. Donc le fait de l'intégrer dans un élément de rémunération, le client a un vrai bénéfice, mais ça permet aussi d'avoir une valorisation de ces éléments-là. Et puis les outils digitaux mis à disposition du client final, c'est aussi quelque chose qui va donner une valeur particulière, une saveur particulière dans cet abonnement. Et donc le travail, et ce que l'on voit beaucoup nous sur la place, c'est d'identifier tout un tas de choses que font régulièrement, quotidiennement les conseillers dans leur proximité client, et c'est ça qui va être tarifé dans un système d'abonnement. Oui, c'est ça, on a l'impression qu'aujourd'hui, le conseiller en gestion de patrimoine peut-être fait beaucoup de tâches, mais qui ne sont pas rendues visibles finalement pour les clients, ou peut-être pas assez, et pourtant que ce soit tout le travail qu'il y a, notamment de formation, pour se mettre à jour, notamment les logiciels qu'il faut, notamment ce conseil, il faut aujourd'hui peut-être encore plus le montrer et le faire savoir aux clients. Oui, j'ai envie de dire que comme le disait Olivier, le conseil était un moyen
C'est-à-dire qu'on était plutôt sur je conseille dans le cadre de soit un bilan patrimonial, parce que c'était effectivement la porte d'entrée, soit ensuite dans la commercialisation de produits. Et on se rend compte en fait que pour faire tout ça, on fait des tas de choses en amont. On va aller vérifier, je dirais, un texte. On va aller faire une recherche parce que le client nous a demandé une petite précision. On a fait un certain nombre de choses. On va mettre à son service des outils pour qu'il puisse en permanence voir où en est son patrimoine. Et en complément de ce que disait Jean-Philippe, je crois qu'il faut rajouter ce qu'apportent les outils digitaux. C'est-à-dire que également, de plus en plus, le client nous demande: oui, mais vous nous dites que ça va me coûter 1000 ou 2000, etc. Mais vous avez fait quoi? De plus en plus, on est aujourd'hui obligé de justifier ce que l'on fait. On l'est dans le cadre de la réglementation. Et les outils aussi nous permettent effectivement de noter que on a eu un rendez-vous téléphonique, j'ai fait une recherche pour vous, on s'est rencontrés, je vous ai emmené chez tel prestataire, je vous ai accompagné chez le notaire. Et tout ça, c'est vrai que si on prend la peine de l'intégrer, de l'expliquer, c'est facile, mais de le quantifier grâce aux outils digitaux, parce que dans les outils digitaux, on peut, je dirais, suivre toute cette démarche-là qu'on a faite tout du long de l'année. On peut dire, voilà, moi, cette année, j'ai passé tant de temps à tel tarif horaire du marché, et donc ça justifie peu ou prou votre facture, cher client. Voilà, c'est normal. Il y a du boulot derrière. Est-ce que les outils, Clémentine, permettent aujourd'hui de faire ça, les outils digitaux, de se dire, parce que on ne va pas noter, allez, 5 minutes sur tel point, 4 minutes Est-ce que les outils digitaux permettent de faire ça assez simplement pour le conseiller en gestion de patrimoine par client? Tout à fait. Justement, j'allais rebondir sur ce point-là. Aujourd'hui, pour parler de O2S, vous avez la possibilité de tracer l'intégralité de votre activité avec votre client. Vous lui envoyez un email, il vous envoie un email, vous lui faites une proposition d'arbitrage, vous lui envoyez une situation de portefeuille, vous lui consacrez 1 heure pour travailler sur son dossier, tout va se stocker, vous allez pouvoir mesurer le temps que vous lui avez consacré et dire sur l'année, par exemple, 2020, quelle est la durée totale que je lui ai consacrée. Et on le voit dans les usages, justement, sur O2S. Il y a encore 5 ou 6 ans, lorsqu'on présentait la partie suivi et qu'on questionnait en disant, attention, là, vous allez pouvoir renseigner les honoraires, éventuellement le temps que vous consacrez, on nous disait, oui, je ne suis pas à 5 minutes près, je ne suis pas à 15 minutes près. Et on le voit de plus en plus, c'est de plus en plus utilisé. Et l'idée, c'est de pouvoir justement tracer tout ce qu'on a fait, même 15 minutes au téléphone. Ce qu'on voit bien également, c'est la génération d'états de compte. Ça, c'est un élément assez fondamental dans la réalité du suivi du professionnel du patrimoine. Mais finalement, cet état de compte, il est complété maintenant de plus en plus par un état de ce qui a été fait dans la période. Donc un relevé finalement de tous les sujets pour donner du corps, donner de la matière et montrer aux clients que cette proximité qui est l'apanage du professionnel du patrimoine, c'est une vraie réalité, et encore une fois qu'on peut la toucher, on peut regarder ces éléments-là. Et bien souvent, les clients sont aussi finalement surpris de tout ce que fait son CGP, et s'il ne le lui dit pas, s'il ne lui montre pas, le client final a parfois un peu du mal à l'imaginer. Une fois de plus, il ne s'agit pas seulement de savoir, mais de faire savoir. Olivier. Justement, ça me permet de rebondir. Je crois que l'addition, et en tout cas Harvest et Fidroit, sont 2 marques soignantes. Face à ces changements de paradigme, et a fortiori la combinaison Harvest-Fidroit, parce que nous sommes capables de proposer une chaîne de valeur complète. Tout à l'heure, Stéphane parlait de la formation. Si j'étais en capacité, ce que je vais faire, de procéder à une analyse critique de ce que nous apportons, nous mesurons une formidable déperdition entre ce qui est produit en formation et l'exploitation qu'en font les professionnels. Dit autrement, si ensuite nous ne sommes pas en capacité de leur apporter des outils qui les accompagnent dans la mise en œuvre, il ne se passe finalement que très peu de choses. Et c'est en cela que les outils d'Harvest et de Fidroit vont permettre aux professionnels de passer de l'enrichissement intellectuel à l'action. Le deuxième exemple sur lequel je veux rebondir, et qui était l'illustration de votre propos, nous avons tous beaucoup travaillé sur le savoir-faire, et maintenant il faut aussi travailler sur le faire savoir. Parce que beaucoup de professionnels font très bien leur job, mais ne sont pas nécessairement connus de la clientèle finale, des particuliers. Et là encore, quand je mesure l'ensemble des travaux menés par Harvest et Fidroit, nous nous rendons compte à quel point les outils digitaux vont permettre en amont de pouvoir faire la promotion de
la réactualisation, je dirais, des activités proposées, des prestations, des services proposés par les professionnels. Et ça, ce sont des éléments absolument indispensables avant d'évoquer la possible facturation de ces services. Ouais. Et puis on peut se demander aussi si les mentalités ne sont pas en train d'évoluer de la part des clients eux-mêmes. Est-ce qu'ils ne sont pas avides? En tout cas, on a un témoignage. C'est celui de Charles-Antoine, qui est le client de Julien Coulert, qu'on avait accueilli sur ce plateau, le gérant fondateur d'Alpha & K. C'est un cabinet en gestion de patrimoine. Et Charles-Antoine nous explique pourquoi il a fait le choix justement de cette facturation en honoraires. Moi, j'avais été approché quand même régulièrement par des conseillers en gestion de patrimoine. Après, c'est des démarches qui sont très commerciales, avec lesquelles j'étais pas à l'aise, et où effectivement, j'avais fait quelques rendez-vous quand même, mais il n'y avait pas du tout de confiance qui se créait. Vous voyez bien qu'on essayait de me pousser des produits qui m'intéressaient pas, jusqu'à ce que je sois mis en relation avec effectivement Alpha K et Julien. Et là, c'était une approche différente, et je me suis senti en confiance. Les conseillers de gestion en patrimoine, il y en a beaucoup qui sont rémunérés à la commission, et donc en fait, ils ont un intérêt à vendre des produits. Et forcément, ça biaise le service. Donc on n'est pas forcément au service du client si on a un conflit d'intérêt en disant bah ouais, mais quand je vends ce produit, je gagne de l'argent. Donc lui, il avait une vision différente là-dessus. Il a un modèle de facturation qui est différent, et où du coup, il n'est absolument pas incentivé à pousser un produit plutôt qu'un autre. Et ça m'a beaucoup plu. Et après, tout ce modèle, du coup, il rentre dans... Alors, il y a un prix qui est calculé en fonction du périmètre qui est géré, de la performance, etc. Et du coup, il y a tout un tas d'outils pour que ça se soit possible. Mais du coup, la façon d'aborder le sujet, l'accompagnement, ça a créé beaucoup de confiance chez moi. Et c'est ce qui fait que j'ai réussi à passer le pas, quoi. Voilà un client un petit peu réticent à aller sur le conseil en gestion de patrimoine et qui est maintenant client donc, chez notre ami Julien Coulert du cabinet Alpha & K qu'on salue. Stéphane, on a entendu en creux l'indépendance, c'est important, le fait de se dire j'ai pas un vendeur de produits en face de moi, mais véritablement quelqu'un qui va me conseiller sur mon patrimoine en toute indépendance. Oui, alors l'indépendance, évidemment, c'est essentiel, même si aujourd'hui, le mot indépendance, d'un point de vue réglementaire, recouvre quelque chose de bien particulier, puisque qui dit indépendant dit au sens de la réglementation que l'on ne doit pas percevoir, comment dirais-je, de commission. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, la grande majorité des conseillers en gestion de patrimoine qui font, je pense, très bien leur travail. Si je cite juste un chiffre, on va avoir à la fin de l'émission le tiercé du loto, avec tous les chiffres que l'on donne. Mais on a, je crois, 90% dans les enquêtes qui sont faites chaque année par le Kantar Cardiff, je crois, Cardiff Kantar, on a 90% de satisfaits au niveau des clients des CGP. Donc on voit bien que la grande majorité n'est pas là pour pousser des produits, la grande majorité est là pour apporter du conseil, et la transparence des rémunérations est quand même un élément qui aujourd'hui est extrêmement clair pour dire voilà comment je me rémunère. Il y a des produits, j'ai de la rémunération, il n'y a pas de produit, j'ai pas de rémunération. Et je pense qu'il est aisé de faire le lien entre la démarche de conseil et la démarche de prescripteur de produits, parce que comme je dis souvent, on est et médecin et pharmacien, donc on fait l'ordonnance et on fait la délivrance de produits. Olivier Rosenfeld, Stéphane, je suis parfaitement d'accord. À une réserve près, c'est que là, nous parlons de ceux qui sont déjà clients des conseils en gestion de patrimoine, et c'est heureux, effectivement, de constater que la très, très grande majorité de leurs clients sont satisfaits. Ce qui est dommageable, c'est effectivement de voir encore tout le spectre sur lequel les professionnels pourraient intervenir, et pour lesquels il est bien souvent défini le CGP comme un pharmacien plus qu'un médecin. Et quand on est pharmacien et que notre pharmacien nous délivre du conseil, nous n'avons pas forcément le réflexe de lui payer des honoraires. On voit donc bien tout le travail qui reste à faire à la fois de promotion de cette profession, mais en plus de cette profession qui progressivement s'oriente vers le conseil grâce aux outils qui sont mis à leur disposition. Je crois qu'il faut mettre, pour rebondir là-dessus, je pense qu'il faut faire un éclairage très spécifique. On a été très éclairé côté pharmacien. Il faut éclairer beaucoup du côté du médecin, parce qu'on délivre énormément de conseils. Et par contre, effectivement, on ne le fait pas savoir.
Exactement. Est-ce que le digital, pour reprendre le sujet du jour, peut justement aider à démocratiser déjà le conseil en gestion de patrimoine, hein, puisqu'il y a beaucoup de gens qui pensent encore que voilà, c'est gestion de patrimoine, c'est pour les plus fortunés, alors que pas forcément. Hein. Et comment est-ce que voilà, ça peut accélérer, ça peut aider aujourd'hui ces outils digitaux à aller chercher peut-être des prospects, des clients et à leur dire, quel que soit le mode de facturation d'ailleurs, on peut vous aider. Le premier point, c'est pour rebondir sur la terminologie déposée par Olivier, le faire savoir. Hein, c'est vraiment cet élément-là. L'optique des outils digitaux, c'est de faire savoir finalement à ses clients et à ses prospects qu'on est en capacité de l'accompagner sur tout un tas de sujets. Et finalement, on est en train de transformer une approche que l'on a souvent souhaité très, très proactive en faisant quelque chose qui est vraiment sur mesure. La grande difficulté de la communication, du faire savoir, c'est de diffuser de l'information dont 90% n'est pas pertinente pour le lecteur. Avec les outils digitaux, le rapprochement de la data sur l'individu et puis de ses centres d'intérêt et de tout ce qui fait finalement la richesse de ce métier patrimonial qui est porté par la réglementation, par le juridique, par l'évolution de la fiscalité, etc., c'est d'être en capacité d'adresser le bon message au bon client au bon moment. Et ça, c'est une gageure si on essaie de le faire à la main. Le digital, il apporte cette facilité d'exécution et cette rapidité d'exécution. Ouais. Stéphane, j'ai envie de dire deux choses par rapport à ce que vient de dire Jean-Philippe. D'une part, on l'oublie, mais ça nous permet de gagner du temps. Bien sûr. Et gagner du temps, c'est être, je dirais, auprès de ses clients. Et c'est énorme. Ça, je pense qu'il faut pas le négliger. Donc, l'utilisation des outils digitaux dans un cabinet, c'est indispensable. Je ne peux que le répéter, le répéter. Et puis, je pense qu'il y a une autre chose qui était extraordinaire vis-à-vis des clients, c'est de leur dire qu'on a ces outils-là, c'est-à-dire qu'on a fait des investissements, qu'on paye des abonnements pour avoir, comment dirais-je, une démarche juridique, pour avoir une traçabilité de ce qu'on fait, pour avoir des outils d'agrégation, pour avoir des outils d'allocation, pour avoir des outils, parce que ça montre qu'on est dans quelque chose de fiable, d'expérimenté, de solide, et pas seulement de se dire, tiens, je fais ça comme à l'ancien temps, à la papa, avec un bout de papier, etc. C'est organisé. Ouais, justement, juste avant Olivier, Clémentine, je me tourne vers vous. Vous êtes ingénieur commercial, vous connaissez parfaitement l'outil. Justement, aujourd'hui, l'outil, on peut le dire, il est extrêmement puissant. Ça permet des tâches qu'on appelait le middle office, un peu administratives, qu'il aurait fallu peut-être, 2 ou 3 petites mains il y a encore 10 ans ou 20 ans. Et ça rejoint en fait les chroniques, vous vous souvenez qu'on avait présenté les précédentes fois, où justement on avait abordé le temps économisé par un professionnel grâce aux outils digitaux, notamment sur la réalisation de la réactualisation de conformité. C'est autant de temps justement que le professionnel va pouvoir économiser et utiliser à bon escient pour présenter ici son faire savoir. Ça, c'est autant de temps qui va se dégager et c'est important. Tout ça, c'est du temps qu'il met à bon escient derrière. Olivier, vous voulez intervenir ? Quelques remarques. C'est vrai que le conseil est bien souvent vu dans sa version, son acception la plus élitiste, la plus aboutie, qui suppose une intervention humaine et qui est donc coûteuse. Et qui, par voie de conséquence, au vu de ce qu'étaient les propos liminaires de Jean-Philippe, concentrerait ce service sur les gens les plus fortunés, qui ont des facultés contributives élevées, mais en contrepartie de quoi, nous ne sommes pas certains que le conseil en gestion de patrimoine puisse revendiquer de bénéficier de ce type de clientèle en toute hypothèse. Or, si à l'inverse, nous sommes capables de juxtaposer l'outil, le digital à l'humain, nous abaissons nos propres coûts de fabrication et par voie de conséquence les prix de vente. C'est le point, et ce qui nous amène en conséquence à pouvoir traiter davantage de clients avec un prix unitaire plus faible et surtout de pratiquer alors l'abonnement. On revient aux propos introductifs de Clémentine, et là, il est fort à parier que ce soit l'élément par lequel on puisse ensuite intervenir sur des éléments plus sophistiqués, mais nous voyons bien alors que l'outil digital est absolument indispensable. Inimaginable de penser que l'humain puisse se suffire à lui-même en la matière. Mais d'ailleurs, on peut imaginer, Stéphane, plusieurs types de facturation, c'est-à-dire quelque chose d'assez standard et commencer avec un abonnement, on le disait, centaines d'euros par mois, voilà,
un peu un fourre-tout, on a un forfait global, et puis à un moment, on a un événement de la vie, un divorce, une succession, etc., un montage un petit peu complexe, création d'une entreprise, revente d'une entreprise, où là, on a besoin d'un peu plus, et on passe sur un modèle un peu différent. On a quelque chose d'hybride qui est peut-être en train d'émerger. Oui, j'ai envie de dire que quand il y a l'événement particulier, le client le comprend. Donc là, effectivement, il se dit, bah voilà, il y a un événement particulier, il y a un bouleversement familial, on refait, si je puis dire, un bilan patrimonial et on comprend qu'il y ait une facturation. Ce qui est plus intéressant, c'est de faire évoluer un abonnement sur la base de justificatifs. Je vais prendre 500 € par an, mais je vais peut-être pas beaucoup voir mon client et 500 € correspondront, je dirais, à mon niveau de temps passé. Et je fais le bilan à la fin de l'année, je m'aperçois que j'y ai passé l'équivalent de 1000 €. Je ne vais pas revenir sur l'année passée, mais je peux dire au client, et ça il va le comprendre, tout à fait le comprendre, si je lui donne ces états de situation avec mes états de temps passé sur ce qu'il m'a demandé ou ce que nous avons fait ensemble, je me dis, effectivement, je me rends compte que vous faites du boulot pour moi. Il y a une contrepartie, un tarif, on peut toujours négocier le tarif horaire, mais le temps passé, il est là. Pour aller un petit peu plus loin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore faire comme l'avocat, vous asseyez un petit quart d'heure et le compteur est en train de tourner, mais on va progressivement y venir en peut-être montrant au client qu'on va vraiment s'occuper de lui et que c'est finalement beaucoup de travail directement ou indirectement. Jean-Philippe. Contrairement à l'avocat où finalement on a une action ponctuelle, le CGP, le professionnel du patrimoine, il est là tout le temps. La relation, elle est permanente du 1er janvier au 31 décembre. Et derrière, finalement, avoir un socle de rémunération qui va être lié à cette disponibilité, à cette présence et à ce travail de fond qui est fait par le CGP, c'est un juste retour des choses. J'ai une anecdote et Stéphane m'y a fait penser en parlant des éléments de facturation. J'ai un client qui pratique aussi des systèmes d'honoraires, mais lui, il a décidé de les facturer par trimestre. Et une fois, je lui dis, mais pourquoi tu t'embêtes à facturer par trimestre ? Fais une facturation mensuelle avec un prélèvement automatique, ça va être beaucoup plus simple en termes administratifs. Et il m'a dit, non, moi je tiens à faire ça, parce qu'en facturant tous les trimestres, quand le client reçoit sa facture, forcément, il a un contact avec moi. Et à chaque contact, il découvre de nouvelles opportunités et il fait du business complémentaire. Donc on voit bien finalement que la proximité du CGP vis-à-vis de son client, c'est l'élément déterminant du métier, en tout cas à mon sens, et c'est ce sujet-là qui nécessite d'avoir une rémunération. Et si on veut optimiser ses marges, optimiser ses coûts dans un contexte réglementaire qui est aussi de plus en plus compliqué, on a besoin d'un outil digital et puis on a besoin d'une proactivité vis-à-vis du client. Et le digital est bien là finalement pour simplifier ces éléments-là, pour permettre finalement de le réaliser. Je crois que dans les cultures des clients, bon nombre de clients vont voir, que ce soit une banque, un CGP, et se disent « je mets de l'argent de côté ». J'épargne. Ouais. Et on se rend compte qu'avec un conseil en gestion de patrimoine, on n'est pas simplement pour dire tiens, j'ai épargné, puis je mets de l'argent de côté, j'abonde tous les mois, ou bien j'ai mis 20, 30, 100 000 euros d'un côté, puis je verrai bien dans quelques années si j'en ai besoin. Je viens le voir régulièrement, d'abord pour qu'il me rende compte, cet argent-là, est-ce qu'il prospère ou pas? Est-ce qu'il est sans phase dans le cadre de mes placements avec mes volontés? Est-ce qu'il saisit les opportunités du marché? Y a-t-il d'autres types de produits qui peuvent être intéressants, de retraite, de prévoyance, etc. Je reprends la main en quelque sorte sur je suis actif par rapport à mon patrimoine. Le consommateur, l'épargnant redevient reprend la main. Et effectivement, de ce fait-là, il a une attente qui est autre. Et effectivement, grâce à des relations trimestrielles, par un prétexte trimestriel, effectivement, de nouveau, on a cet échange-là et on montre tout ce qu'on peut lui apporter. C'est intéressant, on passe finalement d'épargnant à investisseur. Olivier. Oui, et vous savez, souvent, quand on parle du digital, on évoque l'intérêt que représente l'automatisation des tâches. Mais là encore, lorsque on a interprété cette formulation, on a le sentiment que ce sont des tâches un peu accessoires, subalternes. Alors que les outils qui sont mis à disposition en faveur des CGP relèvent de travaux qui sont importants, qui permettent d'avoir du contenu technique qui va faciliter le nombre de rebonds commerciaux. Je pense à nos outils qui créent des alertes et qui sont autant d'opportunités potentielles pour le professionnel. Dans un moment où on a une instabilité chronique, un foisonnement législatif, on voit bien que tous ces éléments vont l'aider
à démultiplier ses affaires commerciales. Bon, Jean-Philippe, je vous donne, comme d'habitude, le mot de la fin. On a déjà quelques pistes. Le digital, on l'a compris, pour mieux faire savoir à son client qu'on a du savoir-faire et qu'on s'occupe de lui. Lui faire reprendre les mains sur son épargne en le rendant plus actif. Et puis, au passage, pourquoi pas, mieux facturer. Tu as parfaitement résumé l'ensemble de nos propos. Moi, j'ai encore une dernière anecdote qui me vient à l'esprit. Elle n'est pas de moi, elle est de Thierry Scheur, qui présente un petit peu l'ensemble de nos outils et de ces outils finalement de digitalisation et de faire savoir comme étant des formidables boîtes à prétexte. Et j'aime bien cette terminologie-là, boîte à prétexte. C'est peut-être un petit peu dévalorisant pour ce que c'est, mais ça traduit bien le fait que on est sur des outils digitaux qui sont des prétextes de contacts commerciaux, de génération de business et de développement d'affaires. Thierry Scheur, qui est directeur commercial marketing chez AGS Patrimoine. Écoutez, merci, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à l'ensemble de nos invités pour ce débat. Merci Clémentine Lenormand, merci à Stéphane Fantuz, CNCF Patrimoine. Monsieur le directeur général délégué d'Harvest Fidroit, Olivier Rosenfeld, et Jean-Philippe Robin, directeur commercial de chez Harvest. À la technique pour cette émission, c'était Baptiste Plouchard. Merci à lui. On vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouveau numéro de Patrimoine 3.0. Patrimoine 3.0, libérez votre potentiel grâce au digital. Une émission en partenariat avec Harvest à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.